La France a été traitée comme un paillasson. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie, et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur gouvernement qui devait diriger souverainement la France à mesure de l'avancée de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Et vous voudriez que j'aille commémorer ce débarquement qui était un prélude à une seconde occupation du pays ? Ces propos sont ceux du général de Gaulle, rapportés par Alain Perfit à la fin de l'année 1963. Bonjour à tous et bienvenue sur Historiapolis pour ce nouvel épisode. Un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un hors-série, le premier de cette chaîne. On est en été et je me suis dit que un petit épisode qui sort des thèmes habituels pourrait être intéressant à traiter. Et c'est aussi la raison pour laquelle le sujet qu'on va voir aujourd'hui ne va être composé que d'un seul épisode. Les différents hors-séries que je posterai sur la chaîne seront en général consacrés à des lectures que j'ai faites de livres avec en général des partis pris assez forts ou des points de vue particulièrement aiguisés ou originaux sur l'histoire ou la société. Dans le cas de ce premier hors-série, il se trouve que j'ai lu il y a quelque temps un livre vraiment passionnant d'un journaliste, Éric Branca, qui s'appelle L'Ami américain, publié pour la première fois en 2017 chez Perrin. Branca formulait dans ce livre une thèse centrale parfaitement résumée par son sous-titre « Washington contre De Gaulle, 1940-1969 ». En d'autres termes, l'idée que dans cette période centrale de 30 ans où le général de Gaulle a exercé une influence considérable sur la politique française, le pouvoir et les autorités américaines ont tout fait, continuellement, pour limiter l'influence et l'action d'un homme dont il savait que seul comptait pour lui la souveraineté et l'indépendance de la France. La présence au sommet de l'État d'un homme qui maintenait la France dans un état d'autonomie au milieu d'un continent soumis soit à Washington à l'ouest, soit à Moscou à l'est, était en effet dérangeante pour cet empire américain dont les visées sur le monde étaient hégémoniques et qui n'avait pas débarqué sur les plages de Normandie et de Provence, contrairement à ce qu'on nous répète souvent, pour libérer l'Europe du nazisme, mais bel et bien pour mettre ce continent sous tutelle économique et politique et le réduire à une simple province de l'empire américain. Si les États-Unis ont vu en De Gaulle un incontestable obstacle dans leur politique, ils ont aussi bénéficié de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60 d'incontestables relais de collaborateurs zélés pour qui la France était moins importante que l'argent ou l'idéologie. Éric Branca n'hésite pas à les pointer du doigt, et c'est ce qu'on va voir dans cette chronique de 30 ans d'un combat sourd et méconnu, mais aux enjeux capitaux pour le maintien de la puissance et, mot très cher au général de Gaulle, de la grandeur de la France. Un virage idéologique important qui s'est effectué à partir des années 70, mais qui s'est nettement accéléré depuis les 20 dernières années, en particulier depuis 2007 et la présidence Sarkozy, a contribué à rapprocher nettement la France des positions officielles américaines sur presque tous les sujets de politique internationale. Réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, guerre en Libye, en Syrie, soutien inconditionnel à Israël, les grands pas effectués en direction de Washington ont déplacé ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton sur le sujet de la diplomatie. La fenêtre d'Overton, c'est un concept de science politique qui définit l'évolution dans le temps du rapport qu'entretient la population avec une certaine idée. Elle se déplace progressivement avec l'évolution des mentalités, faisant d'une idée nouvelle et caractérisée comme impensable, choquante ou inadmissible, une idée progressivement tolérée, voire soutenue, et finalement plébiscitée au point de devenir une règle sociale clairement établie. Cette fenêtre d'Overton peut d'ailleurs se déplacer dans l'autre sens, faisant passer une idée d'une tradition bien établie à quelque chose de plus en plus archaïque, voire inacceptable. L'enjeu central en politique, ça va être celui du contrôle de la fenêtre d'Overton. Le camp politique qui détient le pouvoir et la production des discours, notamment médiatiques, aura beaucoup plus de marge que les autres pour faire déplacer la fenêtre d'Overton sur le sujet qu'il souhaite et dans le sens qu'il souhaite. Si j'évoque ce concept par rapport aux relations internationales, c'est parce que la fenêtre d'Overton s'est énormément déplacée au sein de la population française, ou en tout cas dans les médias et les élites françaises en faveur d'un camp que l'on appelle néoconservateur depuis les 20 dernières années. Ce camp prône un alignement total sur la diplomatie américaine. C'est ce qu'on appelle l'atlantisme, en opposition à la vision indépendante et non alignée du général de Gaulle. Ainsi, ce qui passe aujourd'hui pour de l'inqualifiable anti-américanisme n'était que le bon sens le plus élémentaire aux yeux du général de Gaulle. La prétendue libération anglo-américaine de 1944 consistait, de fait, dans le remplacement d'une occupation par une autre.
Le philosophe Guy Debord, que j'évoquerai sûrement dans un prochain hors-série pour l'importance cruciale de son concept de spectacle, caractérisait le totalitarisme nazi ou soviétique de spectacle concentré et la société d'aliénation capitaliste américaine de spectacle diffus. Que cette occupation américaine en France entre 1944 et les années 60 ne soit pas, comme l'occupation allemande basée sur une répression féroce et une déportation de masse des éléments qui lui résistent, n'enlève rien au fait majeur de cette présence. Il s'agit d'une occupation militaire et politique du territoire français par une puissance extérieure. Mais pour qu'il y ait occupation américaine, il a bien fallu auparavant qu'il y ait occupation allemande. C'est pourquoi le livre d'Éric Branca commence dès l'année 1940, au moment de l'effondrement militaire de l'armée française face à la Wehrmacht. Et dès 1940, c'est un phénomène que l'on connaît peu, mais les Américains qui jouaient dès cette époque la carte de leur expansion mondiale avant tout, vont chercher à s'appuyer sur Vichy plutôt que sur la France libre. Pour résumer les choses, Vichy, du point de vue américain, était un ennemi arrangeant, tandis que la France libre était une alliée incommodante. D'ailleurs, les élites françaises installées aux États-Unis à cette époque sont partagées quant au camp à soutenir. Faut-il être favorable au régime de Vichy ? C'est ce que pense un homme comme René de Chambrun, le gendre de Pierre Laval et attaché militaire à Washington, ou à la résistance, parti que prend Jean Monnet, qui est alors encore un banquier installé lui aussi à Washington. En fait, quel que soit leur positionnement sur ce sujet, les élites françaises installées aux États-Unis, qui ont une certaine influence auprès du pouvoir américain, sont toutes acquises à l'idée d'une France vassalisée, non souveraine, voire d'une post-France dans l'optique d'une Europe dominée par une puissance tutélaire, que celle-ci soit allemande ou américaine. Dans L'Ami américain, la description que fait Éric Branca de la personnalité de Jean Monnet résume très bien l'incompatibilité totale de personnages que représente l'opposition entre lui et Charles de Gaulle. Ils ont presque le même âge, mais l'un est fils de négociants du Sud-Ouest, l'autre est de la petite noblesse catholique du Nord. L'un, dès sa prime jeunesse, manifeste à l'égard du patriotisme et du sens national le plus profond mépris. Jean Monnet est en effet réformé en 1914, à même pas 30 ans, et compte déjà parmi les figures notables de l'establishment financier et bancaire américain. Quant à Charles de Gaulle, il est blessé dans les tranchées, cité à l'ordre de l'armée, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. Jean Monnet, dès les années 1920, participe aux premiers pas de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, et fréquente les cénacles mondialistes naissants de l'époque dont l'objectif est déjà la limitation de la souveraineté des États, notamment via la Pilgrim Society, de laquelle naîtront rien de moins que le Council of Foreign Relations en 1920, le groupe Bilderberg en 1954 et la Commission trilatérale en 1973. Ainsi, la proposition de Jean Monnet, acceptée par le général de Gaulle en juin 1940 d'union franco-britannique, résulte-t-elle d'une optique totalement différente pour les deux hommes. Pour de Gaulle, il s'agit d'un coup, d'un électrochoc visant à remotiver les populations françaises et britanniques sans aucune autre intention que provisoire. Jean Monnet, pour sa part, est plus que jamais obstiné dans l'idée supranationale de fusion des États au sein de structures globalisantes. Il y voit là une opportunité historique. Les États-Unis, leur président Franklin Roosevelt en tête, comptaient donc bien, avec l'appui des élites françaises de Washington, St. John Perse et Jean Monnet notamment, mettre en place un État fantoche, dirigé par les Américains, pas plus souverain que l'État de Vichy. Si cette attitude des élites françaises d'Amérique s'explique par leur mondialisme intrinsèque et leur inféodation à Wall Street, elle s'explique aussi par la vision qu'ils ont encore de Gaulle qu'ils jugent comme un dictateur en puissance. Pour ces élites, toutes formées sous la Troisième République, l'idée même qu'un pouvoir exécutif fort soit possible renvoie au mieux à Napoléon III, au pire à Hitler et à Mussolini. Il n'y a pas d'entre-deux. Le plus important pour eux est donc de sauver le parlementarisme et leur vision étroite de la démocratie en annihilant politiquement de Gaulle. Fût-ce au prix de l'existence même de la France. Extrémiste absolu, Roosevelt est partisan d'un démembrement de la France au même niveau que ce que prévoyait Hitler en cas de victoire allemande. Ainsi, Roosevelt soutient-il la partition d'une partie du nord et de l'est de la France, notamment l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes et les Flandres, intégrée dans un État de type Benelux agrandi, Roosevelt étant d'ailleurs d'origine hollandaise, et l'intégration du quart sud-est de la France, c'est-à-dire la rive gauche du Rhône, dans l'Italie, en remerciement du changement de camp italien en 1943. Seule l'obstination gaullienne permettra d'empêcher la réalisation des délires de Roosevelt. Pour ce faire,
rien de mieux que de mettre les Américains devant le fait accompli en ne les laissant pas libérer la France seule et en tentant systématiquement de les prendre de vitesse dans la libération des villes symboliques comme Paris, Strasbourg ou Marseille. En revanche, De Gaulle obtiendra toujours le soutien de deux figures éminentes au sein de l'état-major militaire américain, qui respectent son audace et son opiniâtreté. Le général MacArthur, moins influent parce qu'il agit dans le Pacifique, mais l'un des plus grands généraux américains de la Seconde Guerre mondiale, et surtout Dwight Eisenhower, généralissime des Alliés qui ne comprend pas l'obsession anti-gaulliste de Roosevelt et admet bien mieux l'idée d'une France souveraine. À la fin de la guerre, l'un des volets de ce stratagème américain de domination de l'Europe était le plan Morgenthau, qui révèle bien à quel point les Américains et surtout les tenants de la ligne Roosevelt étaient prêts à soumettre l'Europe et dans ce cas l'Allemagne. Ce plan consistait à désindustrialiser l'Allemagne de force et à l'amoindrir en détruisant ses usines, en créant des famines artificielles et en la démantelant politiquement. En France, tout le monde, de De Gaulle à Monnet, est opposé à ce plan. De Gaulle car il souhaite la paix sur le même principe que celui qui présidera à sa rencontre avec Adenauer dans les années 60. Monnet car celui-ci estime que pour l'intégrer dans le gigantesque marché américain, il vaut mieux redresser l'Allemagne plutôt qu'achever de la détruire. En fin de compte, la 4ème République est installée en France en 1946 et constitue un échec pour le général de Gaulle, qui, avec son discours de Bayeux, avait préconisé l'instauration d'un pouvoir exécutif fort. À la place, c'est une république résolument parlementaire qui s'esquisse, tournée sur la participation aux nouvelles institutions européennes, et en premier lieu la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est présentée par Éric Branca comme une véritable taupe américaine. Rappelons qu'officiellement, Robert Schuman l'avait définie comme une institution ayant pour but de rendre non seulement impensable, mais matériellement impossible une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, du fait de la mise en commun des deux principales ressources utiles pour la guerre, le charbon et l'acier. Dans les faits, elle est non seulement financée par les États-Unis via l'American Committee on United Europe, mais les fonctionnaires nationaux chargés d'en faire appliquer les directives prennent directement leurs ordres à Washington. Schuman, pour sa part, est un homme faible, soit naïf, soit complice, soit les deux. Il a un passé trouble entre France, Allemagne et Luxembourg, entre pétainisme en 1940, puis internement par les Allemands et fuite de monastère en monastère sous l'occupation. Toujours est-il qu'il a exécuté avec zèle au gouvernement toutes les exigences de Jean Monnet, qui, pour sa part, se gardait bien de la politique politicienne, préférant de loin le rôle d'homme de l'ombre à la tête de la nébuleuse CECA. Autre institution américaine chargée de la tutelle européenne, l'Economic Cooperation Administration, ECA, qui contrôle l'utilisation des fonds du plan Marshall. En fait, pour le dire clairement, dans ces premières années d'après-guerre, le niveau de contrôle américain sur les économies et les sociétés d'Europe de l'Ouest n'a strictement rien à envier à celui des soviétiques dans les États satellites du bloc de l'Est. Théoriquement, la communauté européenne de défense, la CED, aurait dû être la concrétisation finale de la domination américaine sur le vieux continent, constituant une grande armée vassale écartée de toute prétention nucléaire. Tant Michel Debré qu'André Malraux décriront sans détour ce projet. Un texte bâti sur mesure pour permettre le réarmement de l'Allemagne, rayer la France de la carte des nations souveraines et offrir aux États-Unis le commandement de cet amalgame militaro-industriel privé du droit de construire la bombe atomique. La CED trouvera cependant le soutien du MRP de Georges Bidault, seul parti français dans la ligne démocrate chrétienne des années 1950, mais également à travers le soutien massif du clergé et de l'Osservatore Romano, journal du Vatican. Finalement, c'est la mobilisation de l'opinion publique générale qui fait basculer les voix du Parlement en faveur d'un rejet de la CED en août 1954. Toutes les années 1960 et la période du retour au pouvoir du général de Gaulle correspondront à une période d'opposition et de réorganisation pour Jean Monnet. Il crée en 1955 le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, organisation se situant quelque part entre le club, le think tank et le lobby, regroupant dans ses réunions les plus importants responsables politiques, médiatiques et économiques européens engagés pour l'atlantisme et le fédéralisme. Parmi les Français présents, les plus influents sont Antoine Pinet et Valéry Giscard d'Estaing à droite, Gaston Defferre et Guy Mollet à gauche, mais aussi l'infatigable atlantiste et fédéraliste européen Jean-Jacques Servan-Schreiber dans les milieux de la presse.
François Mitterrand participera à quelques réunions sans pour autant être l'un des membres les plus assidus. Durant toute la présidence gaullienne, le comité ne parviendra jamais à mettre en échec le général. Mais il parviendra tout de même à ses fins à partir de 1969. Après avoir organisé et soutenu la candidature Le Canuet en 1965, puis Poher en 1969, le comité parvient à gagner de l'influence sous la présidence Pompidou en faisant entrer le Royaume-Uni, notamment dans le marché commun, puis en plaçant l'un de ses meilleurs éléments, Valéry Giscard d'Estaing, à l'Élysée. L'agenda favorisé par Monnet sera ensuite suivi avec une telle précision que l'existence du comité ne sera même plus nécessaire et celui-ci sera mis en sommeil. Mais revenons aux années 1950. À gauche, les organisations syndicales et autres groupes gauchistes dissidents du PCF et de la CGT ont de longue date été organisés, subventionnés et manipulés afin non seulement d'affaiblir ces deux grandes organisations historiques, mais aussi et surtout de faire progresser l'influence américaine et libérale au sein de la société. On le sait aujourd'hui, cette pénétration américaine en tenaille s'est faite en attaquant le PCF et la CGT par les deux bords. Le réformisme, d'où la création de Force ouvrière en 1947, dont on sait aujourd'hui de la bouche même de son dirigeant historique André Bergeron qu'il a été financé très largement dès ses débuts par la CIA, et le gauchisme, comme l'appelaient les dirigeants du PCF, c'est-à-dire les courants trotskistes, notamment lambertistes, liés à Pierre Lambert, et son organisation communiste internationale, l'OCI, elle aussi financée par la CIA. À cette époque, les grands noms de l'influence américaine sur la classe politique française sont les frères Dulles, respectivement directeurs de la CIA et secrétaire d'État des États-Unis dans les années 50, ainsi que leurs hommes d'influence à Paris, Irving Brown, David Debinsky et Jacob Lipstein. Grands financiers toujours prompts à renflouer les caisses des partis ou journaux socialistes lorsque ceux-ci viennent à manquer, le tout largement facilité par l'entremise de Léon Blum, qui, en marge des accords Blum-Burns de 1946, ayant causé l'engloutissement du cinéma français par Hollywood, va négocier des protocoles secrets contraignant les services français à partager toutes leurs informations avec les Américains. Concernant la guerre d'Algérie, il est intéressant de constater que, comme en Indochine, les Américains vont vendre armes et informations des deux côtés de la tranchée. Ainsi, c'est avec les armes et des informations largement américaines que l'armée française combattait le Viet Minh et le FLN, dont l'émergence n'avait vu le jour que grâce aux subsides et à l'organisation de la CIA. En 1958, cependant, la situation politique de la France devient trop instable. Apeurés à l'idée d'une prise de pouvoir des communistes, les Américains acceptent le rappel de De Gaulle, sachant qu'il sera beaucoup plus difficile de le contrôler lui que les marionnettes de la 4ème République. Dès le début, cependant, ils tentent de lui imposer leurs fidèles habituels. Le premier gouvernement De Gaulle, qui est aussi le dernier de la 4ème République, est notamment constitué de Guy Mollet à gauche et d'Antoine Pinet à droite, les deux principaux représentants dans chaque camp de cette France qui vit à l'heure américaine. Rappelons au passage que Pinet était le principal représentant français du fameux réseau Stay Behind, qui a été mis en place par les Américains en 1949, afin officiellement d'organiser l'insurrection anti-soviétique en cas d'invasion par le bloc de l'Est, mais plutôt dans les faits d'avoir des éléments dociles au sein des gouvernements d'Europe de l'Ouest. N'oublions pas non plus que ces mêmes réseaux Stay Behind et leurs bras armés, Gladio, bien rodés à l'insurrection, vont finir par se convertir à l'action terroriste dans le cadre des années de plomb, dans la décennie 70, en utilisant notamment en Italie des groupes d'extrême gauche ou d'extrême droite dans des actions sanglantes. Ainsi, les morts de la guerre de Bologne en 1980 sont-elles entièrement à mettre sur le compte de groupes néofascistes entraînés et dirigés par la CIA. Quoi qu'il en soit, c'était clairement sous-estimer l'intelligence stratégique du général de Gaulle. Peu à peu, ce dernier va se débarrasser de tous les éléments trop pro-américains de son gouvernement, ce qui amènera à une radicalisation des services de Washington dont le soutien envers les milieux anti-gaullistes d'abord, puis carrément terroristes par la suite ira croissant, à travers l'OAS en l'occurrence, créée en février 1961. Les premières années du retour de De Gaulle sont donc marquées par plusieurs tendances. La proximité, voire complicité qui existe entre De Gaulle et Kennedy, expliquée par leur opposition commune à leur état profond, actifs dans les milieux du renseignement et de l'armée. Kennedy est d'ailleurs très opposé à la CIA au point d'en licencier son dirigeant historique, Allen Dulles, que j'ai déjà évoqué, tandis que les anti-gaullistes en France se retrouvent très largement à l'école de guerre. Une autre tendance, c'est aussi l'activisme, dès cette époque, des réseaux giscardiens dans l'OAS,
notamment celui du directeur de cabinet de Giscard au ministère de l'économie, qui sera plus tard son ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski. La présidence de De Gaulle va quelque peu renouveler la relation franco-allemande. Initialement homme des Anglo-Américains, Konrad Adenauer, chancelier de 1949 à 1963, et après de fortes réticences quant au retour du militaire nationaliste Charles de Gaulle au pouvoir en France, va, à partir de novembre 1958 et de leur première rencontre, largement se ranger derrière la conception gaullienne de l'Europe, jusqu'à décevoir le pouvoir anglo-saxon qui provoquera directement son départ de la chancellerie en 1963. Adenauer comprend alors que De Gaulle n'a aucune intention d'écraser l'Allemagne sous la botte française. Au contraire, il prévoit véritablement de concevoir la construction européenne comme un bouclier, notamment économique, industriel et agricole, face à la tendance dirigiste et hégémonique des États-Unis en favorisant largement l'industrie allemande et l'agriculture française. Par ailleurs, il se montre beaucoup plus sérieux dans la défense des intérêts de la RFA que les Anglo-Américains au moment où l'URSS, entre 1959 et 1961, menace plusieurs fois d'envahir Berlin-Ouest. Au sommet entre les Alliés et les Soviétiques, il exige systématiquement la présence de représentants allemands. Il rencontre également pas moins de 15 fois Adenauer entre 1958 et 1963, l'impliquant systématiquement dans les processus de décision. Cette attention gaullienne portée à l'Allemagne, le peuple allemand en ressent globalement la sincérité. C'est la raison pour laquelle le général y est systématiquement bien accueilli. En fin de compte, la sauvegarde de Berlin-Ouest lui doit énormément. Dans les cercles de pouvoir de l'Allemagne fédérale, cependant, les milieux très pro-américains sont largement représentés par Ludwig Erhard. Ainsi, à la chute d'Adenauer en 1963 et plus encore après la chute de De Gaulle 6 ans plus tard, l'idée de couple franco-allemand n'aura plus jamais le même sens. Nous en arrivons maintenant aux origines et aux raisons profondes de la chute du général de Gaulle. Cela n'est pas seulement lié aux conséquences de mai 68, comme on a pu le simplifier. Revenons 2 ans plus tôt. En 1966, la France se retire du commandement intégré de l'OTAN. Cette décision unilatérale du général de Gaulle ulcère une partie importante de la bourgeoisie parisienne, alors fanatiquement atlantiste et pro-américaine. Le général de Gaulle l'a décrit en ces termes. Le snobisme anglo-saxon de la bourgeoisie française est quelque chose de terrifiant. Mais il y a plus grave, c'est l'esprit d'abandon. Cette espèce de trahison de l'esprit dont on ne se rend même pas compte, comme si le but d'une politique française était de faire plaisir aux autres pays. Il y a chez nous toute une bande de lascars qui ont vocation à la servilité. C'est d'ailleurs à partir des années 1960 que va s'intensifier chez les Américains le désir d'augmenter leur influence au sein des élites politiques françaises. Désormais, il ne s'agit plus seulement de favoriser l'accession au pouvoir d'un président plus accommodant, mais d'influer directement sur la formation de nos élites politiques en les acculturant au modèle américain afin de leur faire partager le plus naturellement du monde sa hiérarchie de valeurs et ses priorités stratégiques mondiales. D'où la création de la French American Foundation en 1976, d'où l'infiltration dans l'enseignement supérieur de tout un type de programmes de formation très américanisés, comme dans les business schools ou bien encore à Sciences Po. Le premier d'entre eux à s'inspirer ouvertement du style américain est Jean Le Canuet. C'est d'ailleurs lui que les États-Unis soutiennent le plus ouvertement à l'élection présidentielle de 1965. Finalement, ceux-ci n'auront d'autre choix que d'espérer la victoire de François Mitterrand, qu'ils invitent et courtisent depuis plusieurs années, mais qui suscite tout de même leur méfiance par son caractère trop imprévisible, opportuniste et calculateur. L'année 1967 va finalement constituer le pivot, le début de la fin pour le général de Gaulle, lâché définitivement par plusieurs composantes des élites françaises. Cela est assez brillamment expliqué par Éric Branca. Tout commence avec les élections législatives de mars 1967. Les résultats sont plutôt mauvais. Les gaullistes l'emportent, mais de très peu, ce qui augmente l'influence au sein du gouvernement et de l'Assemblée d'une droite frondeuse, très opportuniste, dont la ferveur gaulliste est pour le moins limitée. Il s'agit de ce que Mitterrand appelait avec ironie les gaullistes alimentaires. On n'hésite plus désormais à critiquer la politique intérieure et internationale de Gaulle au sein même de son parti, de son propre camp. En effet, la radicalisation de sa politique fait de plus en plus de mécontents au sein de la bourgeoisie, notamment sur 4 points. D'abord dans la bourgeoisie économique, avec l'obstination du général en faveur de la participation, une idée d'association capital-travail directement issue de ses lectures proudhoniennes et de son admiration, souvent méconnue d'ailleurs, pour le socialisme utopique,
voulant impliquer plus que de raison, selon le patronat, les travailleurs dans la gestion du capital des entreprises. De Gaulle va alors, et ce jusqu'à la fin de son mandat, subir des attaques d'une rare violence dans la presse économique par un patronat presque unanimement ligué contre lui, patronat dont Pompidou et Giscard sont d'ailleurs assez proches. En politique internationale, plusieurs prises de position vont ulcérer les anglo-saxons. D'abord le Québec. La fameuse phrase « Vive le Québec libre » va susciter l'ire non seulement du Canada anglophone, mais de tout le monde anglophone, du Royaume-Uni, en Australie, en passant par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Sans énergie, baignant dans son confort de prospérité vassale des Trente Glorieuses, l'élite française, y compris nombre de gaullistes, sera terrorisée par le haussement de ton du monde anglo-saxon, et toute la presse écrite, même celle issue de la résistance, comme Combat, va s'emporter contre le général de Gaulle pour son audace. Mais il ne faut pas oublier aussi le discours très provoquant de Gaulle prononcé au Cambodge, fin 1966, et très ferme contre l'intervention américaine au Vietnam. Ensuite, Israël. Avec l'incident de la conférence de novembre 1967 et la fameuse phrase de Gaulle sur le peuple juif, qualifié de peuple d'élite, dominateur et sûr de lui-même, et par lequel le général va se couper des relais les plus influents de la communauté juive et se mettre à dos l'État israélien dont on sait à quel point les liens avec les États-Unis sont ténus. Enfin, la question de la convertibilité dollar-or et des accords de Bretton Woods, auxquels De Gaulle veut mettre fin pour limiter l'hégémonie du dollar sur l'Europe. C'est un véritable coup porté à la domination américaine de l'Europe sur un volet peu connu mais capital, la domination monétaire. Cette politique de sape menée par le général de Gaulle dès le début de son mandat et intensifiée de 1965 à 1969 incitera encore plus les Américains à vouloir se débarrasser de lui. L'année 1968 avait commencé avec l'affaire méconnue aujourd'hui mais qui a fait grand bruit à l'époque, dite des taupes soviétiques de l'Élysée, en avril-mai 68, dont les principaux protagonistes sont James Angleton, directeur du contre-espionnage de la CIA, et Philippe Thiraud de Vaujoly, espion des services français retournés par les États-Unis pour révéler une prétendue et absolument fausse affaire de nid d'espions pro-soviétiques au service du général de Gaulle, affaire révélée dans Life aux États-Unis, magazine réputé pour ses liens avec les services de renseignement, et dans Minute en France. C'est désormais très clair, les Américains cherchent tous les moyens de faire tomber de Gaulle. Concernant mai 68, il est évident qu'on ne peut pas parler d'un complot extérieur entièrement fomenté par des services cherchant à déstabiliser le pouvoir gaullien. Il y a en effet dans ce soulèvement une incontestable part d'aspiration populaire non maîtrisée. En revanche, il est vrai que des puissances étrangères ont largement cherché à tirer les marrons du feu de cette situation française chaotique. Et pas seulement les États-Unis. Ainsi en va-t-il de la Chine, à travers les groupes maoïstes, de l'URSS, d'Israël, voire de la Bulgarie. Les Américains, pour leur part, avaient une prédilection pour le soutien des groupes trotskistes, qui n'étaient ni pro-soviétiques ni pro-chinois, et Daniel Cohn-Bendit en tête. En fait, la seule chose relativement positive pour le général de Gaulle à la fin des années 60 a été sa relation avec le nouveau président américain Richard Nixon. Les deux hommes, qui se connaissaient depuis que Nixon était vice-président d'Eisenhower, s'appréciaient beaucoup et partageaient les mêmes vues sur la plupart des sujets. Nixon est d'ailleurs beaucoup plus multilatéraliste que ses prédécesseurs. La rencontre de février-mars 1969 entre les deux présidents fut très instructive et influente pour Nixon, qui devait aller jusqu'à demander des conseils à De Gaulle sur la relation américano-soviétique, chose normalement impensable pour un président américain à l'égard d'un de ses interlocuteurs européens. Par ailleurs, Nixon est un défenseur, chose également inédite pour un Américain, de l'autonomie de la force de frappe nucléaire française. Mais le départ de Gaulle, puis en 1974 la mort de Pompidou et la démission de Nixon, signeront brutalement la fin de ce relatif équilibre dans la relation franco-américaine. À l'élection de 1969, c'est Alain Poher, sénateur sans charisme et complètement aux mains américaines, qui a le soutien de ces derniers. C'est pourtant Georges Pompidou qui va l'emporter, réussissant en habile stratège et en cohérence avec son slogan de changement dans la continuité, à fédérer tant les voix des gaullistes orthodoxes que de la droite anti-gaulliste. Pourtant, à quelques exceptions près, son mandat sera plutôt décevant pour les pro-américains. En politique intérieure, il est vrai que les envolées proudhoniennes du général seront immédiatement balayées, Pompidou ayant à cœur de se réconcilier avec une bourgeoisie d'affaires
à laquelle il est très lié. Mais en politique extérieure, exception faite de l'adhésion du Royaume-Uni à la CEE en 1973, qui était une condition sine qua non de la participation des Giscardiens au gouvernement, l'héritage gaullien est assez préservé. La relation avec Israël se dégrade car Pompidou n'a pas peur de maintenir des liens étroits avec la Libye, même après l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, et le déclin de Nixon en Amérique marque le retour en puissance de ceux qui estiment que l'Europe n'est rien d'autre qu'un continent vassal, ce à quoi Pompidou, même malade, continuera de répondre avec la plus grande fermeté. Le livre d'Éric Branca, L'ami américain, surtout consacré à la personne du général de Gaulle qui a tenté tout au long de sa carrière politique de s'opposer à la mainmise américaine sur la France, s'arrête donc ici, en 1974, à la mort de Georges Pompidou. En effet, les décennies suivantes, à partir de l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir, vont consacrer les progrès d'une politique toujours plus alignée sur les directives du Pentagone. Même si certains événements, comme le refus français de participer à la coalition occidentale en Irak en 2003, font figure de dernier sursaut d'une diplomatie encore relativement indépendante. Pour s'intéresser plus en profondeur à la période qui, depuis les années 70, a signé le déclin de la conception gaullienne, souveraine de la diplomatie française, remplacée peu à peu par un courant néoconservateur atlantiste et pro-américain ascendant, je ne peux que vous conseiller de lire le livre La France atlantiste, d'Adrien Deshuin, paru en 2017 aux éditions du Cerf, qui retrace l'origine depuis les années 1980, mais surtout dans la décennie 2007-2017, de la soumission de la France à des influences qui n'ont pas grand-chose à voir avec la défense de ses intérêts. Voilà pour ce hors-série d'Historiapolis. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez l'aimer, le partager et le commenter. Merci de votre attention et à bientôt sur Historiapolis.